Alors bienvenue, nous sommes ici au siège de l'UNESCO à Paris. Je suis Agnès Bardon du service de presse de l'UNESCO. Alors aujourd'hui au siège a lieu une conférence internationale qui s'intitule Sur la circulation des biens culturels et patrimoine en partage, quelle nouvelle perspective. Elle a été ouverte ce matin par la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et par le président du Bénin, Monsieur Patrice Talon. Elle réunit toute la journée des experts du monde entier, des ministres, des universitaires, des représentants des États membres de l'UNESCO sur cette question qui suscite un intérêt croissant, celle de la circulation des biens culturels. Et pour nous en parler, on a la chance d'avoir avec nous la professeure Bénédicte Savoie, qui est historienne de l'art à l'Université technique de Berlin en Allemagne. Qui est également titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe 18e-20e siècle au Collège de France à Paris. Et c'est vous qui avez introduit ce matin cette conférence internationale par un discours tout à fait remarqué. Vous avez mentionné dans cette présentation qui était très riche et intéressante, vous avez rappelé que la question de la circulation des biens, de la restitution, ne se pose pas seulement depuis aujourd'hui. Elle a été largement traitée dans les années 70, notamment ici à l'UNESCO où il en a beaucoup été question. En quoi se pose-t-elle différemment aujourd'hui, si c'est le cas? Oui, c'est une très bonne question. On a l'impression, mon intervention ce matin s'appelait « Retour vers le futur ». Alors ça veut dire quoi, retour vers le futur? Dans retour, il y a le retour peut-être des œuvres d'art, la restitution. Et pourquoi vers le futur? Parce qu'il s'agit, par un éventuel geste de retour d'œuvres dans leur pays d'origine, de créer un avenir commun. C'était l'idée. Mais c'est aussi une idée d'historienne ou d'historiographe. Quand vous allez dans les archives, quand vous retournez dans les archives pour voir qu'est-ce qui a été fait avant nous, avant nos travaux actuels sur ces questions, qu'ont fait les générations passées, qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont déjà été faites. Et peut-être moins faites que pensées. Beaucoup de choses ont été pensées, donc beaucoup à l'UNESCO à la fin des années 70, avec un grand moment 78. Et les choses ne se passaient pas seulement à l'UNESCO entre experts, ça a passé le seuil du domaine public, puisqu'on en parlait à la télévision. Enfin, il y a eu vraiment un moment où, dans l'opinion publique française, les journalistes pensaient qu'on était à deux doigts d'un moment de restitution. On parlait de restitution à l'époque, on parlait de restitution au retour, de manière très décoincé. Aujourd'hui, on sent que vous parlez plutôt de circulation, vous dites que la circulation est devenue un sujet très actuel. C'est pas la circulation le sujet actuel. En tout cas, le sujet qui intéresse beaucoup les jeunes générations, le cinéma, les artistes contemporains, la presse, etc., c'est pas la circulation, c'est la restitution. Ou plutôt, à vrai dire, c'est la question de l'équité, de la justice, de la justesse, du partage du patrimoine mondial culturel de l'humanité entre les différents continents et entre les pays qui ont créé ce patrimoine et qui parfois aujourd'hui ne l'ont plus pour des raisons historiques et ceux qui l'ont. Donc la question c'est que font ceux qui l'ont pour proposer un rééquilibrage géographique de cette culture mondiale et que peuvent faire ceux qui ne l'ont pas pour que ça bouge. Et c'est en train de bouger en effet. Et vous demandiez à l'instant pourquoi ça bouge. Ça bouge sûrement parce qu'il y a un mouvement dans différentes sociétés, dans le monde entier, et vraiment où il y a aussi beaucoup hors d'Europe, un mouvement populaire sur ces questions. On voit des films de Nollywood au Nigeria, des films de Jackie Chan sur ces questions. Donc il y a un vrai engouement pour le sujet, même si ce n'est pas un engouement d'experts. Alors ce qui a changé peut-être entre la fin des années 70 et aujourd'hui, c'est que le sujet est dans la rue. Alors il y a un engouement, effectivement, vous avez mentionné des films qui se sont appropriés cette problématique. Comment, d'après vous, on peut faire évoluer les mentalités sur une question qui est restée longtemps un tabou dans les institutions culturelles et dans certains musées? On peut faire évoluer les mentalités comme dans toutes les histoires de tabou ou dans les histoires de secrets de famille. Chacun connaît ça dans sa famille, il y a un secret, la grand-mère, on ne sait pas trop avec qui elle vivait, etc. Et ça crée parfois dans les familles des choses qu'on traîne pendant des décennies, qui font des repas du dimanche pourris, etc. Et comment on fait pour décoincer ça? On en parle. Il faut en parler. Il faut parler de la face lumineuse et de la face sombre
de nos musées ici en Europe. C'est-à-dire qu'on a ces musées merveilleux qui nous enrichissent, qui ont permis à nos artistes depuis Picasso et même bien avant de s'enrichir au contact avec d'autres cultures, qui a donc des musées qui ont servi de socle à la créativité de tous ceux qui avaient accès à ces musées. Oui, ça c'est le beau côté. Et on a des émotions, enfin pour ma part en tout cas, quand je vais au musée, il m'arrive d'avoir des émotions esthétiques très fortes et des moments où je suis extraite de la réalité bruyante, etc., de l'extérieur, donc des beaux moments de contemplation, etc. Ça, c'est la part belle du musée. Et puis une autre part, qui est une part sombre, qui est l'histoire de la manière dont ces collections, qui sont mises à notre disposition, sont venues à nous. Et elles sont venues à nous dans des conditions historiques qui ont été souvent des conditions historiques de dissymétrie de force. Par exemple, les uns étaient plus forts parce qu'ils étaient des colons, les autres étaient moins forts parce qu'ils étaient colonisés, et ils ont été en situation de devoir céder des objets, parfois des objets de culte, alors que normalement ils ne l'auraient pas fait. Ça peut être une asymétrie. Il y a de grandes asymétries aussi économiques. Il y a des moments dans l'histoire où certains pays ont beaucoup d'argent et d'autres en ont moins, et les pays qui en ont vont acheter sur le marché des autres des œuvres. Ça se passe par exemple au XVIIIe siècle en Italie. Vous savez, les Anglais, les Français et les cours allemandes vont acheter des œuvres d'art en Italie, et dans les églises italiennes, et les moines et tout, qui ont fait 3 ou 4 mauvaises récoltes, vendent leur Raphaël, leur Corrège, qui se retrouvent aujourd'hui à Dresde, à Paris, à Londres, etc. Donc il y a des dissymétries de pouvoir économique, de savoir. Parfois, les uns savent mieux ce qu'ont les autres que ceux qui l'ont eux-mêmes. Par exemple, un bon exemple, c'est l'égyptologie. Au XIXe siècle, l'égyptologie française, britannique, allemande est très en avant. Évidemment, il n'y a pas d'égyptologie égyptienne. D'ailleurs, l'Égypte ne maîtrise pas ce qui est dans son sol politiquement. Donc, elle est en situation aussi coloniale, même si ce n'est pas une colonie française, c'est la France qui décide de ce qui sort d'Égypte. En tout cas, les égyptologues étrangers qui arrivent en Égypte repèrent des choses qu'ils emportent parce qu'ils savent mieux. Parfois, ça se joue même entre les nations européennes. Nefertiti est un très bon exemple. C'est les Allemands qui l'ont trouvé, qui ont compris quelque chose. Ils ont demandé l'autorisation de la faire sortir aux Français qui décidaient à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, de ce qu'on pouvait exporter ou non. Et les Français n'ont pas reconnu exactement la valeur de cet art un peu spécial d'Amarna, dont fait partie le buste de Nefertiti. Ils ont dit « Ok, ça peut partir ». Et c'est seulement un peu après que les Français ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Donc il y a des dissymétries, si vous voulez, aussi de savoir épistémologique. Et toutes ces dissymétries font que nos musées se sont constitués. Et ça ne veut pas dire que ces musées sont criminels ou que nous avons été des criminels, pas forcément. Mais ce qui est très très important, c'est qu'on le sache, qu'on ne pense pas que tous ces trésors réunis pour notre plaisir sont arrivés un jour en hélicoptère. Non, ils sont arrivés parfois parce qu'il y a une expédition punitive, comme ça a été le cas pour les objets originaires de l'actuel Bénin qui sont au musée du Quai Branly. Ils sont arrivés parce qu'il y a eu une expédition punitive à Benin City, dans l'actuel Nigeria, et les objets sont maintenant répartis dans le monde entier, en particulier à Londres, etc. Et ça, nos publics, les jeunes en particulier, je crois, veulent le savoir. Le savoir, pas pour se dire « Ah, l'Occident a été ignoble, on a maltraité les autres ». On n'est pas dans une logique de repentance, on est dans une logique de construire l'avenir ensemble. Et si on garde tout ça comme tabou, on n'y arrivera pas. Il faut en parler, il faut donc nous-mêmes qu'on comprenne ce qu'on a ici comme richesse et comment elles sont venues surtout, et puis qu'on écoute nos partenaires, et donc ceux qui sont les descendants des dépossédés ou ceux qui se considèrent comme les dépossédés, et qu'on se parle ensemble. Et de ce dialogue, de cette parole libérée, va surgir quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas encore designer, on ne sait pas encore. Mais on est au début, si les choses avancent, si ça marche, on est au début d'une ère nouvelle et d'une ère d'amour commun. Enfin, c'est comme quand on se met en route pour une relation nouvelle, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais on se fait confiance, et on fait confiance dans le fait qu'au centre de tout ça, il y a des objets précieux, des témoignages de la créativité de l'humanité, et que c'est ces objets précieux qui sont au centre, et qu'il faut faire attention à eux. C'est ça qui est important. Mais ce n'est pas ceux qui possèdent actuellement les œuvres qui sont les seuls capables de faire attention, bien au contraire. Et la garde partagée ou le retour des œuvres sont des possibilités tout à fait raisonnables aujourd'hui encore aussi. Et cette relation nouvelle que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'elle peut passer aussi, est-ce qu'elle doit s'appuyer sur des exemples de réussite? Est-ce que vous avez en tête des exemples réussis de partage de patrimoine ou de restitution? Il y a toutes sortes d'exemples qui sont souvent des petits exemples. Et souvent, quand les choses se passent bien, en plus, on en parle
peu. Alors là où ça se passe en général très bien, c'est dans le domaine américain avec les natives, c'est-à-dire les communautés dites indigènes qui ont trouvé des arrangements depuis une vingtaine d'années pour que les choses se passent mieux entre leur patrimoine matériel et la manière qu'ont les Occidentaux de les présenter dans des musées. Là, il y a une grande foule d'exemples. Entre l'Europe et d'autres continents, il y a eu quelques exemples. On peut penser, dans le contexte français, à la restitution des manuscrits coréens, à d'autres formes de restitution, qui ont été scandalisés, mais dont on a oublié de raconter pourquoi c'est bien. Et c'est vrai que ça vaudrait sûrement le coup de revenir sur certains cas, et le cas des têtes maoris, qui étaient des restes humains, un cas un petit peu spécial aussi, et de regarder comment ça s'est passé dans ces cas-là, mais il y a aussi l'idée qu'il faut inventer de nouveaux modèles. On ne peut pas forcément reprendre, chaque objet est individuel, chaque constellation est différente, et il faudra trouver des choses, mais ce qui est très important, des moyens adaptés à chacun, mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait un désir honnête, sincère, assumé, d'avancer ensemble maintenant et de ne pas rester plié sur un secret qui serait le secret de famille des musées européens. Et ça, c'est un héritage partagé. Alors le secret, c'est l'héritage partagé des musées européens, si vous voulez. Mais voilà, il ne faut pas qu'on reste replié là-dessus, mais qu'on s'ouvre et qu'on dise, voilà, ça s'est produit comme ça, c'était pas nous. C'est pas nous qui avons donné ce message au monde il y a 150 ans. C'est pas nous qui sommes allés piller d'autres pays. Les Africains d'aujourd'hui ou les Américains du Sud d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'autrefois. On a changé et on repart sur quelque chose de nouveau. On ouvre l'avenir, on ouvre un avenir commun. Et on espère que ça peut marcher. Et en tout cas, ça ne marchera pas si on ne l'essaye pas. Il faut tenter. Vous avez été chargé par le président de la République française, Emmanuel Macron, avec le professeur Felwine Sarr de l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, d'étudier les conditions de restitution aux pays africains d'œuvres d'art qui sont actuellement conservées dans des musées français. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette mission, en quoi elle consiste On est, Felwine Sarr et moi, en plein travail. On a commencé au mois de mars, on doit rendre notre rapport au mois de novembre, et on s'est donné pour principe, et ça aussi c'est une forme de nouvelle configuration, on s'est donné pour principe de ne parler qu'ensemble de cette question-là. C'est-à-dire que on travaille, on donnera nos résultats en novembre, mais quand on communique là-dessus, on le fait ensemble. Et comme Felwine n'est pas là, je préfère garder notre travail pour nous et continuer de croire beaucoup dans ce tandem et dans la force qu'on a à deux. Et moi-même, je vis à Berlin. Je suis française, mais je vis à Berlin depuis 25 ans. Felwine Sarr est sénégalais, mais il parle pour toute l'Afrique. Et en quelque sorte, on est l'un et l'autre des représentants de nos continents. Et c'est très important pour nous de toujours parler ensemble et de travailler ensemble et de voyager ensemble quand on fait des voyages en ce moment. Et c'est pourquoi je vous demanderai pardon de ne pas vous répondre. C'est une communication partagée, donc. Absolument. Vous avez commencé à l'esquisser un petit peu dans votre réponse tout à l'heure. Si vous envisagez l'avenir de la question des restitutions, est-ce qu'il y a des pistes qui se dégagent? Est-ce qu'on peut déjà sentir des choses qui se passent et des mouvements qui s'opèrent qui peuvent laisser présager de ce qui va se passer dans les années qui viennent? Les choses bougent beaucoup et elles bougent bien. Alors, c'est toujours difficile quand on rentre dans une nouvelle phase de vie, en quelque sorte, de savoir où on va. On le connaît par nos propres biographies. On commence ses études et on ne sait pas exactement comment ça va finir, par exemple. Ou on commence une relation et on ne sait pas où elle ira. Donc c'est difficile de vous dire maintenant où est-ce qu'on va aller. Mais là, ce qui semble être nouveau, il faut profiter de cette fenêtre historique, là, en cette année 2018, ce qui semble être nouveau, c'est qu'on sort d'un moment de non-mouvement et on entre dans un mouvement. Où ce mouvement nous mènera, donc je ne sais pas encore, mais ce qui est certain, c'est que ce serait mal de ne pas faire le mouvement. Il faut le tenter, il faut avoir du courage. C'est évidemment, après des décennies et des décennies d'immobilisme, ça demande du courage de bouger, de tenter des choses. Si par hasard ça rate, ce que je ne crois pas, ça aura été une tentative, mais il faut y aller, il faut faire quelque chose et on verra où ça nous mène. En ayant confiance, en ayant aussi confiance dans le pouvoir de la culture, le pouvoir de paix, de dialogue que la culture peut avoir. Et si ce geste symbolique de restitution permet au moins, enfin,
de parler de ces choses à une grande échelle, de manière décomplexée, sans avoir peur qu'on ouvre une boîte de Pandore ou des réclamations, etc. Si on peut en parler enfin tranquillement, ce sera déjà un grand, grand pas en avant, ce sera la fin du tabou. Et c'est la parole libérée, on connaît ça dans d'autres dossiers, et c'est déjà un grand pas. Parfait, je vous remercie, c'est une belle conclusion. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre cette conversation sur le hashtag UNESCO pour la culture et que la conférence se poursuit aujourd'hui avec des tables rondes cet après-midi et qu'elle est retransmise intégralement en ligne.